Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et on est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode relativement court sur un film récent qui s'appelle Le Monde de Nate, Better Nate Than Ever en anglais, jeu de mots très très malin. C'est un film qui est disponible sur la plateforme Disney+ depuis le 1er avril dernier. Et que nous avons regardé juste à sa sortie avec un empressement tout à fait régressif. On s'est jeté sur cette production qui, en réalité, et on est d'accord, c'est plutôt un film destiné aux enfants. Mais ne sommes-nous pas tous et toutes de grands enfants? Il s'agit donc d'un film américain qui a été réalisé et écrit par Tim Federle, qui est en fait une adaptation de son roman du même nom, qui a été publié en 2013. Tim Federle, c'est le scénariste et producteur exécutif de la série High School Musical, The Musical, The Series, également sur Disney+. Et donc, ça n'est pas étonnant, on va y revenir, qu'il y ait à ce point une très très grosse vibe High School Musical sur ce film, et c'est aussi pour ça qu'on l'a bien aimé. Oui, c'est clair. À noter qu'il a été produit entre autres par Mark Platt, qui est un producteur hyper actif dans la comédie musicale, à la fois au cinéma et sur scène, et qui a la particularité d'être le père du célèbre comédien Ben Platt. Ah ben, tout s'explique. D'accord. C'est pour ça que Ben Platt est partout. Bah oui. Alors Anna, de quoi ça parle en fait, le monde de Nate ? Alors, le monde de Nate, ça parle de Nate, qui est un ado de 13 ans, passionné par les comédies musicales, mais incompris, notamment par son frère, et harcelé à l'école. Ah là là, comme c'est original, déjà le début, je suis dans un monde tout à fait inconnu. Après avoir échoué à obtenir un rôle principal, on va dire, dans le musical de son école, c'était Lincoln, la comédie musicale, ça m'a fait rire ça. Ça fait rêver. Il part en cachette à New York avec sa meilleure amie Libby pour auditionner pour l'adaptation musicale de Lilo et Stitch. Alors, on va vous dire quelques mots des principaux interprètes de ce film. Et tout d'abord, celui qui joue le rôle de Nate. Nate Foster est joué par Ruby Wood, qui a été choisi par le réalisateur parmi des centaines de candidats, évidemment, pour des productions de ce type. Apparemment, c'est l'authenticité de l'acteur qui a retenu l'attention et qui lui a fait obtenir le rôle. Il avait auparavant joué donc sur scène dans Charlie et la chocolaterie, dans la version tournée états-unienne, et il avait tenu le rôle de Charlie. Le frère de Nate, Anthony Foster, qui est donc le grand frère du petit Nate, est joué par Joshua Bassett, qui n'est autre que Ricky dans High School Musical, The Musical, The Series. On commence déjà à voir poindre quelques similarités. La meilleure amie de Nate, Libby, est jouée par Aria Brooks, qui est aussi donc une jeune actrice, qui avait auparavant tenu un rôle récurrent dans la série All That sur la chaîne Nickelodeon. Et dans le rôle de la tante de Nate, donc Aunt Heidi, on retrouve Lisa Kudrow, que bien évidemment on ne présente pas, qui est toujours dans un rôle qui est proche bien sûr de celui du rôle de Phoebe dans Friends. Ici, un rôle de femme indépendante et excentrique. Bon, évidemment, comme pour les autres acteurs de Friends d'ailleurs, elle a cette persona de Phoebe qui va lui coller à la peau pendant encore longtemps, et sans doute pour le meilleur, puisque moi je l'ai trouvé plutôt pas mal dans le film. Bah oui. Alors le père de Nate est joué par Norbert Leo Butz. C'est un acteur de Broadway très prolifique qui est connu notamment pour avoir créé le rôle de Fiyero dans Wicked et qui est lauréat de 2 Tony Awards pour Dirty Rotten Scoundrels et Catch Me If You Can. Dans le rôle de la mère, donc qui est sa femme, c'est Michelle Federer qui est la femme de Norbert Leo Butz dans la vraie vie. Et d'ailleurs ils se sont connus sur Wicked où elle jouait Nessa Rose. Le directeur de casting c'est Brooks Ashmanskas, qui est un acteur de Broadway aussi, qui a notamment créé le rôle de Barry dans The Prom. Vous savez, c'est le rôle qui est joué dans le film The Prom par James Corden. On a aussi l'assistante du directeur de casting, qui est jouée par Christina Alabado, vue notamment dans Mean Girls. Donc bref, on a plein d'acteurs et actrices venus directement de Broadway. Et parfois, même souvent, pour tous ceux que tu as cités à la fin, des rôles qui ne sont pas des rôles chantants ou dansants. On avait déjà observé ça dans Smash, on y reviendra sans doute, mais c'est vrai ici aussi. Bien vu. Comme pour High School Musical, on retrouve dans le monde de Nate cette capacité formidable de Disney à faire constamment son autopromo.
parce qu'apparemment, donc dans le roman dont le film est une adaptation, le petit Nate auditionne pour une adaptation du film E.T. en comédie musicale. Ici, c'est Lilo et Stitch qui est adapté en comédie musicale. Du coup, je me suis demandé si c'était un vrai projet que d'adapter Lilo et Stitch en comédie musicale, comme Disney adapte nombre de ses classiques sur scène. On peut aussi remarquer que dans le plan sur Times Square, puisque évidemment il y a une scène qui se déroule à Times Square, puisqu'on est à New York, on voit particulièrement bien le Disney Store, on voit aussi la bande-annonce du film Cruella, donc on est dans un univers de Broadway qui est entièrement réarrangé à la sauce Disney. Il y a aussi le fait que Nate chante Let It Go, évidemment la célèbre chanson de Frozen, lors de son audition. Qu'il chante plutôt mal d'ailleurs, et ça aussi on va y revenir, il arrive à rater presque toutes ses auditions et pourtant Oui, c'est vrai. à être pris. Ce qui m'a assez marqué, c'est que finalement il y a quand même pas énormément de numéros musicaux pour un truc qui soit autant backstage, enfin qui se déroule entièrement et uniquement dans l'univers de Broadway. Mais on a quand même quelques numéros particulièrement marquants dont on va rapidement vous parler. Par exemple, au tout début, en fait, quand Nate et Libby sont en train de comploter pour aller à New York, ils ont cette idée d'aller à New York pour passer une audition. Nate a une série d'hallucinations, il va s'imaginer accueilli par des journalistes, puis recevoir un Tony dans un univers bien particulier. Oui, à chaque fois, on est dans un décor très stylisé, voilà, qui évoque un Broadway à l'ancienne, on va dire, avec notamment des marins à la On the Town. Et à ce moment-là, on pense qu'un numéro va démarrer, mais non. Et oui, parce que le numéro cette amorce de numéro va être interrompue par des apparitions de son frère puis de sa mère qui vont à chaque fois briser son fantasme, alors qu'ils le brisent d'autant plus qu'eux, ils sont vraiment pas du tout dans le décorum à la Broadway, mais au contraire dans des situations vraiment avec leurs habits du quotidien. Il y a sa mère qui est en robe de chambre en train de boire un café, enfin vraiment cette idée qu'elle le ramène à la réalité dans ce qu'elle a de plus trivial. Donc tout ça, bien évidemment, ça joue aussi avec nos attentes en tant que spectateurs, nos connaissances du code du genre, pour mieux les désamorcer. Bon, un petit peu plus tard, on a quand même droit à notre grand numéro sous la forme d'un rêve que Nate fait lorsqu'il est dans le bus pour New York, et donc il est en train d'arriver à New York. On retrouve justement ce décorum de décor en carton-pâte dans un numéro intitulé Big Time, qui raconte vraiment en grande pompe son arrivée à Broadway. Alors on a vraiment des ensembles assez chouettes avec des danseuses, des marins, des majorettes, des portées, des plans de zénithos, enfin tout le tout team, quoi, tout ce qu'on aime dans la comédie musicale. Oui, oui, il est pas mal ce numéro. En fait, donc c'est vraiment la suite directe du numéro qui est interrompu au début du film. Et ça va être un numéro, on va dire, traditionnel. Ça fait un peu penser, je trouve, à Broadway Melody dans Chantons sous la pluie. Avec un jeune mec qui arrive à Broadway plein d'espoir, un univers très stylisé, etc. On est vraiment sur une imagerie très old Broadway, hein, avec les costumes, les décors. Autre numéro marquant, c'est le moment assez mignon où il va chanter On Broadway avec des musiciens dans la rue, et c'est un moment qui révèle son très grand talent. Donc On Broadway, c'est une chanson qui apparaît également dans la première séquence du film, dans la version de George Benson. C'est vraiment cette chanson typique d'espoir d'un artiste qui veut make it on Broadway. D'ailleurs, on a déjà parlé de cette chanson dans l'épisode sur All That Jazz de Bob Fosse. D'ailleurs, une chanson qui apparaissait au début du film All That Jazz. Je me suis demandé si c'était aussi une allusion. On a aussi, en termes de tropes de comédie musicale, la fameuse chanson de révélation, enfin voilà, où on voit qu'il est finalement un performeur exceptionnel, avec une chanson intitulée No One Left Behind. Donc c'est sa chanson réussie qu'il chante après sa chanson ratée de la même audition, et toujours ce trope habituel, qui est filmé de façon particulièrement agaçante, comme on n'aime pas du tout, tu sais Anna, avec plein de changements d'angle de vue, changements d'échelle de plan. Bon, au moins c'est pas pendant un passage dansé, mais c'est toujours ces effets de caméra qui détournent de la virtuosité du performeur. Oui, complètement, oui. Et enfin, on a une chanson un petit peu oubliable au générique, tandis qu'on voit la suite de ce qui va arriver au personnage. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de numéros musicaux au final dans le film, même si on baigne dans un univers de comédie musicale.
Et comme on le disait, on est vraiment dans le film de genre, dans ce qu'il a de plus générique. C'est-à-dire que c'est comme si le plaisir du spectateur était essentiellement lié au fait de retrouver des clichés, des tropes vraiment habituels, à la fois du teen musical et puis du teen movie, en fait, de façon générale. On a évidemment cette idée d'un personnage de nerd, de doc, qui est différent de ses congénères, qui est fanat de comédie musicale, donc évidemment on pense toujours à Glee. On remarque aussi que sa copine, la copine de Nate, Libby, qui auditionne aussi pour la comédie musicale de son collège, j'imagine, au début du film. Elle le fait, mais de façon beaucoup plus dilettante, en fait. Elle le fait avec un engagement moindre, qui supposait être l'engagement moyen de tous les élèves du collège. Mais Nate, lui, il est vraiment hyper à fond, de façon presque pathologique. Et avec toujours ce truc un peu étrange qu'il est à la fois super à fond, super motivé et talentueux, et pourtant il est pas pris. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez peu logique en fait comme prémisse, qu'il n'ait absolument aucun rôle dans cette comédie musicale du collège, alors que bon, c'est sans doute un des élèves les plus motivés. À la place de la prof, je l'aurais quand même pris, tu vois, c'est un peu absurde. On a aussi ce personnage de bully, donc de harceleur scolaire qui harcèle parce que en vrai, lui aussi, il aime la comédie musicale en secret, puisque on apprendra, enfin Nate le surprendra en train de chanter Pippin aux toilettes. Je me suis demandé si là aussi c'était pas en quelque sorte un peu un remake de la scène de Glee où Finn est surpris en train de chanter sous la douche. Oui, c'est vrai. Au début, j'avoue, j'étais un peu consternée par ce personnage, genre le bully, il est forcément gros déjà. Et puis il porte un t-shirt avec les Beastie Boys, donc écouter du hip-hop, c'est le mal, hein. Mais bon, le twist est marrant. En plus, la tante, plus tôt dans le film, a dit à Nate, tu sais que t'es pas le seul garçon qui connaît toutes les paroles de Pippin, donc voilà, ça fait un petit écho. Et ouais, on a un petit twist un peu à la Karofsky dans Glee, quoi. Le bully se révèle sensible, on va dire ça comme ça. On a aussi ce thème d'une pression trop forte exercée envers les sportifs, ces élèves particulièrement donc doués en sport et dont la scolarité et l'avenir va aussi dépendre de la performance sportive. On retrouve ça dans Glee, on retrouve ça aussi, j'y ai pensé d'ailleurs, dans la série aussi destinée plutôt aux adolescents, Atypical, où on a donc la sœur du protagoniste principal qui est très très forte en sport, mais la pression est trop forte, notamment la pression psychologique de devoir subvenir à sa scolarité par le sport en obtenant une bourse. Donc voilà, ça aussi, ça m'a fait penser aussi un petit peu à Glee, avec les atermoiements de Finn et ce personnage qui a atteint son sommet au lycée et qui ensuite ne peut qu'être que l'ombre de lui-même. Ouais, bah là, ça passe donc par le personnage du frère de Nate, qui a un petit côté Troy dans High School Musical. D'ailleurs, c'est logique vu que le personnage de Joshua Bassett dans High School Musical, The Series, est un peu l'équivalent de Troy dans la série de films. Donc il y a toujours encore ces échos. Il y a aussi le cliché du personnage de la concurrente du héros, qui convoite également un rôle dans la comédie musicale Lilo et Stitch, qui est évidemment une bitch, voilà, une gamine new-yorkaise avec sa theater mom, qui va être la favorite pour le rôle de Lilo. Je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas une petite pointe de trop raciste avec cette idée que cette overachiever soit forcément une enfant asiatique, mais après on va nous dire qu'on cherche le mal partout. Non, bah, je t'avoue que je me suis fait la même remarque. On a aussi un trope, on va dire, relativement récent du héros qui fait le buzz sur Internet. Puisque suite à sa performance de justement la chanson On Broadway, ça a été filmé, du coup ça a vachement de succès sur les réseaux. Alors que ici ça n'a pas vraiment d'intérêt particulièrement dans l'intrigue. Non, moi aussi, j'avais remarqué ce trope à propos des films de danse et notamment de la série Step Up, ce besoin de médiatiser, notamment par le biais d'Internet et des réseaux sociaux, la performance de rue qui, par définition, est du spectacle vivant. Donc ça m'a fait un petit peu penser à ça également. C'est vrai. Et on a aussi, bon tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, le cliché de l'audition où au début le héros chante mal car il est stressé, puis en fait il devient génial en reprenant confiance en lui. Ça, c'est vraiment un truc, dans aucun monde ça ne marche. Si tu rates le début de ton audition, tu jartes et c'est tout. Donc vous l'aurez compris, vraiment une accumulation de clichés, mais il y a un côté où plus il y a des clichés, plus c'est satisfaisant. Je sais pas, moi ça m'a vraiment fait ça. C'est pas faux. On est content de retrouver tous les tropes, quoi. Tous les tropes possibles et imaginables. C'est ça. C'est un peu check, check, check. Ah oui, puis il y a aussi ça.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des choses assez touchantes, enfin des petites pointes, pas si clichés, pas si mièvres que ça. Enfin, si mièvres et clichés, mais on va dire malgré tout pas si désagréables que ça. Notamment des petites allusions qui en font un film pas uniquement que pour les tout petits, on va dire. Notamment le passage dans le bus où donc c'est un moment où Nate veut rester à New York parce qu'il veut continuer le processus des auditions. Et Libby, elle rentre là où ils habitent. D'ailleurs, je ne sais pas exactement où ils habitent. Et elle lui fait un peu une déclaration. Et lui, il lui répond que il n'est pas comme ça. Donc, il crypto-dit qu'il est gay, en fait. Hein. Mais c'est tellement sibyllin, en tout cas pour la protagoniste, qu'il y a une dame qui est assise dans le bus à côté qui dit à Libby laisse-le partir et je vais t'expliquer pendant le trajet retour. Je connais ça et moi j'ai même épousé le type. Donc voilà, j'ai bien aimé cet échange. Oui, c'est assez mignon, ouais. Ce qui fonctionne aussi pas trop mal, c'est la relation avec le frère, je trouve. Puisqu'on a donc le personnage de Nate qui souffre que son frère, qui est un peu un mec de base, on va dire, hein, puisqu'on l'a dit, c'est un sportif, etc. Il souffre que ce frère ait honte de lui. Et du coup, voilà, il y a tout ce parcours du film où à la fin, on va avoir une réconciliation des deux frères. C'est évidemment très prévisible, mais c'est touchant. Et puis en parallèle, on a le conflit sous-jacent entre la mère et la tante aussi. Elles se parlent plus depuis des années. Et pareil, elles vont être amenées à reprendre contact. C'est très bateau, mais ça fonctionne plutôt. On peut noter évidemment aussi de grosses invraisemblances et incohérences, par exemple sur le processus d'audition. Le fait qu'il puisse continuer le processus alors que de toute évidence, il n'est pas accompagné par un adulte. Bon, on va dire que ça passe quand même. Oui, mais c'est surtout qu'au début, ils insistent vachement sur cet aspect, puis ensuite, personne ne revérifie, donc pourquoi avoir fait tout un plat sur le fait qu'ils pouvaient pas participer, enfin bref. Autre incohérence aussi sur le fait que Libby, au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est censée être super amoureuse de Nate. Puis d'un coup, non. Finalement, ils sont juste potes et ça va très bien comme ça. Et elle est heureuse d'avoir trouvé sa vocation. Et sa vocation à elle, c'est d'être agent. Donc, si on peut le remarquer malgré tout, c'est-à-dire d'être son adjuvant et son faire-valoir à lui, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé vraiment assez nul en fait ce plot amoureux, ça apporte pas grand chose à l'histoire. Et voilà, ce truc de la meilleure amie, en plus non blanche, qui n'est là que pour mettre en valeur le personnage masculin en étant amoureuse de lui, enfin c'est un peu relou. Un peu comme dans Everybody's Talking About Jamie, on en avait parlé. Mm. Et enfin, l'autre truc qui m'a un peu agacé dans le genre truc complètement incohérent, improbable, c'est la tante qui abandonne son audition pour une pièce, un truc super prestigieux où elle a obtenu l'audition, etc., pour aller voir son neveu chanter. Mais genre non meuf, va passer ton audition, c'est la chance de ta vie quoi. Et en fait ça se résout à l'arrache au générique parce qu'en fait même si elle est pas allée à l'audition, elle obtient quand même le rôle. T'es là, non en fait dans aucun monde. Bref. Moi, finalement, face à cet objet, on va dire, qu'est le monde de Nate, je suis assez impressionnée qu'un tel film existe. Ça veut dire que, est-ce que c'est à ce point marginal, les bébés, enfin les enfants, quoi, qui aiment les comédies musicales? Finalement, il y a tellement de productions mainstream qui vont mettre ça en avant, tout en soi-disant mettant l'accent sur le fait que c'est un truc de niche. Que moi, vraiment, je me suis pas loin de penser que c'est pas du tout un truc de niche, c'est vraiment un truc assez mainstream aux États-Unis, quoi. Clairement oui, pour nous c'est niche, mais aux États-Unis c'est vrai que ça l'est moins, tout en faisant semblant de l'être, en mettant en avant le fait que les Oui, theater c'est ça qui est kids, fou. ouais, que les theater kids sont rejetés par les autres dans leurs établissements scolaires, qui sont un peu marginaux, etc. Mais en fait c'est quand même très très répandu, enfin c'est étonnant ce truc-là. Et là on est vraiment sur un film qui va faire plaisir à cette communauté, hein. J'aime bien les allusions variées à Wicked, à Fiddler on the Roof, à Guys and Dolls, à Pippin. On n'est pas sur des trucs, c'est pas juste Disney quoi, c'est vraiment l'ensemble de l'histoire de la comédie musicale, de l'histoire de Broadway qui est convoquée de temps en temps, c'est très ponctuel, hein, c'est dans des dialogues, etc., mais par les personnages, donc c'est vraiment adressé à des gens qui connaissent bien, même des pièces relativement anciennes. Moi, j'aime bien des répliques comme par exemple lorsque Nate parle du conflit justement entre sa mère et sa tante. Il dit ah là là, elles ont une énergie très Glinda versus Elphaba Act One. Enfin, c'est quand même très spécifique hein, comme réplique et comme référence pour comprendre. Faut connaître et avoir vu Wicked, quoi. Donc ça me fait marrer. Et ben voilà, on est sur un film qui est adressé aux fans de comédie musicale, donc écoutez,
si vous nous écoutez, c'est qu'a priori, ça peut plutôt vous plaire quand même. Ça peut vous parler. Et voilà, et nous, on a vu, et enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, même si, je vous l'accorde, hein, c'est pas le chef-d'œuvre cinématographique du siècle. C'est plutôt mignon, ça vaut le coup d'être regardé. Dites-nous si vous l'avez vu et ce que vous en pensez. On recevra vos avis avec un grand plaisir. Alors, est-ce qu'on fait la petite annonce de notre prochain cinéma club ? Bah oui. On vous l'annonce, notre prochain cinéma club aura lieu le dimanche 26 juin, toujours au cinéma L'Archipel à Paris, et nous regarderons tous ensemble le film In the Heights. Donc, film d'été, film pour, on va dire, survivre à la chaleur ahurissante liée au réchauffement climatique. Donc, venez oublier que la Terre brûle et tous vos soucis en regardant In the Heights avec nous. Ce sera une atmosphère très estivale, très détendue. Venez en maillot de bain. Non, venez pas en maillot de bain. Enfin, je sais pas, quand même, venez si vous voulez en maillot de bain. Ça se tente. Ce sera super chouette. Eh ben, on en reparle bientôt sur nos réseaux sociaux, etc. Et en attendant, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.